Nous sommes avec trois intervenants qui vont présenter trois interventions successives. Et Françoise Lorcy-Carré, qui est la directrice de l'organisme Espace Formation, qui parraine cette rencontre. Nous allons d'abord écouter Françoise Lorcy-Carré nous dire quelques mots d'Espace Formation pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cet organisme. Ensuite, je vous ferai un petit topo assez rapide pour vous dire un peu dans quel état d'esprit on a souhaité penser cette manifestation en virtuel. Et donc, il y a quelqu'un qui a fait un partage d'écran ou est-ce que c'est moi qui... Petit souci technique. Il y a quelqu'un qui a dû activer un partage d'écran là. Colette. Moi, je touche rien. Voilà. Donc, ouais, a priori, il y a un petit souci. Il y a quelqu'un qui s'appelle Colette qui a dû faire un partage d'écran. Il faudrait enlever, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je fais la manip moi-même, du coup, désolé, j'ai enlevé le partage d'écran moi-même. Comme vous verrez, j'ai quelques petites fonctions que j'utilise pour que ça se passe bien, étant donné que c'est moi qui mène cette réunion. Alors, donc voilà, comme je vous le disais, une intervention très courte de Françoise Lorcy-Carré qui va vous présenter un petit peu Espace Formation. Et ensuite, nous avons trois psychomotriciennes qui ont choisi d'aborder des sujets à la fois connexes et sous des angles un petit peu différents concernant la situation très singulière dans laquelle nous nous trouvons tous en tant que personnes, bien entendu, mais aussi en tant que cliniciens du côté de la psychomotricité, et qui vont aborder voilà, toutes les difficultés, toutes les questions qui se posent par rapport à cette situation très singulière liée au Covid et qui impacte bien entendu de façon importante toutes les pratiques des psychomotriciens. Juste pour les personnes qui ne l'auraient pas encore fait, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter que ça fasse des interférences. Voilà, donc nous aurons tout à l'heure, donc après la présentation d'Espace Formation par Françoise Lorcy-Carré, trois interventions. Une intervention de Monique Busquet que Geneviève Larrieux, pardon, c'est Geneviève qui va commencer à ouvrir le bal. Ensuite Charlotte Pommel et à la fin Monique Busquet. Donc ce sont des interventions qu'on a souhaitées relativement courtes pour ne pas trop emboliser les potentiels débats qu'il pourrait y avoir derrière la discussion. Donc il faut vraiment que vous envisagiez ces interventions comme des tremplins pour pouvoir ensuite avoir une discussion ensemble et voilà, débattre autour des questions sur lesquelles peuvent ouvrir ces interventions, à partir de ce qui a pu être dit, mais aussi à partir de vos pratiques du terrain, des questions que vous vous posez vous-même et de ce que vous avez vécu. Alors concernant justement les questions, comme vous avez vu, on est assez nombreux. Si tout le monde commence un peu à en effet parler en même temps, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut que vous puissiez vous manifester en envoyant des messages éventuellement ou que vous pouvez poster tout au cours de la réunion et dans lesquels on piochera dans l'après-coup pour pouvoir répondre. Et ensuite, voilà, si vous avez des questions à poser à l'oral, vous pouvez aussi vous manifester et puis on vous donnera la parole. Voilà, il faut juste qu'on soit intervenant, à ce que tout le monde ait bien la parole et surtout à ce que ce ne soit pas trop cacophonique. C'est toujours le risque de ce réunion. Pour ceux qui connaissent, vous avez peut-être déjà eu ces expériences-là, c'est vrai que ça peut devenir assez vite un peu se télescoper dans les interventions qu'on va avoir les uns les autres, mais on va essayer de veiller à ce que nous puissions discuter voilà, sur des audibles pour chacun et chacune. Donc du coup, je vais laisser la parole à Françoise Lorcy-Carré qui va nous vous présenter un peu Espace Formation pour ceux qui ne connaissent pas encore et dire un petit peu ce qu'il en est de cet organisme, de la façon dont il fonctionne et ce qu'il propose. Françoise, je te laisse la parole. Ok. Bonsoir à tout le monde. Alors, Espace Formation existe depuis 2012 en tant qu'organisme de formation, enregistré à NDBC. On a aussi le Datadoc et on prépare actuellement la certification Calliope. Voilà, on propose des formations intramuros en France et aussi dans les dom-toms.
dans toutes les institutions possibles. Ça peut être des formations de collèges de psychomotriciens ou d'équipes pluridisciplinaires sur les thèmes qui sont proposés en extramuros comme en intramuros. Voilà, des formations proposées pour le personnel soignant, éducatif et aussi psychomotricien, bien évidemment. Voilà, les formations extramuros ont lieu essentiellement sur Paris. Il y en a une qui va ouvrir en 2021, je vous en parlerai tout de suite après, sur Bordeaux, mais elles ont lieu surtout sur Paris, les extramuros. Notre équipe de formateurs est constituée, on est une petite vingtaine de formateurs, formatrices, qui sont psychomotriciens essentiellement, psychologues cliniciens pour certains en plus, et aussi une orthophoniste. Voilà. Que dire d'autre? Notre premier stage a ouvert en 2013 suite à une journée de conférence qu'on avait fait à Paris sur les fondamentaux de la psychomotricité avec Jérôme Rodriguez, Françoise Chiromini, il y avait Odile et Monique Perrier-Génas et Géraldine Forest. Voilà, alors on met en place de nouveaux stages. On entend bien? Oui, ça va? Oui. Donc on met en place de nouveaux stages au fil des années. Il y a eu l'agressivité, la violence dans la clinique qui est née l'année dernière. Enfants et parents thérapie psychomotrice aussi. Ça, c'était en 2018, pardon. En 2019, on a ajouté à notre panel l'apport du conte dans l'accompagnement des enfants et des adolescents, psychomotricité et gériatrie, pratique psychomote et bébé prématuré, je vous dis les thématiques, hein, pas les titres de stage, et aussi une formation pour les médecins à propos du développement psychomoteur de l'enfant. En 2020, on a rajouté parentalité et psychomotricité. Et pour 2021, on va mettre en place un groupe d'élaboration clinique pour la région ouest. Ça va se passer à Rennes et animé par 2 psychomotriciennes. Et puis, il y aura aussi une formation, c'est celle qui aura lieu sur Bordeaux, avec Anne-Marie Latour, l'enfant est troublé et son corps. Et il y aura, j'espère, une autre bonne surprise, mais pour le moment, c'est encore en réflexion et au travail. Voilà, je crois que j'ai tout dit concernant Espace Formation. En tout cas, je suis très contente que nos petites idées au départ, bon, je laisse Jérôme continuer. Cette idée, elle est venue pendant le confinement suite aux échanges qu'on a pu avoir. Une manière de passer le relais à Jérôme. Voilà. Merci Françoise. Alors l'idée, à travers la petite présentation que je vais faire, en effet, c'est de reprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel on a pensé ce webinaire, qui n'est pas juste, on va dire, entre guillemets, un effet de mode, parce que je pense que peut-être que dans vos boîtes mail, les uns les unes les autres, vous avez certainement reçu beaucoup de propositions, de formations à distance, de webinaires comme ça qui étaient proposés, qui est une espèce d'efflorescence comme ça, hein, qui est apparue pendant le confinement. Et c'est vrai que proposer ce type de soirée avec vous, c'est à la fois une façon de reprendre un peu cette idée qui présente un certain nombre d'intérêts, mais c'est surtout venu d'un certain nombre de questions que l'on s'est posées, que j'ai eu l'occasion de me poser moi-même, dont j'ai eu l'occasion de discuter avec certains collègues psychomotriciens, et notamment voilà, avec certaines personnes d'Espace Formation, dont Françoise Orsicaré, et qui partait d'un constat un peu radical, mais qui est quand même bien situé du côté du principe de réalité actuelle, qui est que, bien entendu, tous les acteurs des soins et des services médico-sociaux sont bien entendu grandement impactés par cette crise. Ça, c'est pas une nouveauté, comme vous le savez, mais c'est vrai que les psychomotriciens, on va dire, payent un lourd tribut, j'ai envie de dire, concernant cette situation, dans le sens où tout ce qui concerne
les mesures barrières, tout ce qui concerne les directives qui sont données pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité et d'hygiène, viennent particulièrement porter atteinte à la pratique des psychomotriciens. C'est-à-dire qu'il y a véritablement tous les éléments clés qui font le cœur de cette pratique sont impactés à plusieurs niveaux par en effet tous ces enjeux liés au Covid et notamment aux gestes barrières, aux mesures d'hygiène. Alors ça se joue bien entendu à plusieurs niveaux. Je vais reprendre un peu ces niveaux que j'avais listés de manière un peu rapide peut-être dans la petite présentation qui était présente sur le site relative au webinaire. C'est-à-dire qu'en effet, il y a plusieurs choses qui sont en jeu, qui est bien entendu la question de la proximité corporelle, de la distance, des distances qu'on appelle les distanciations sociales, en sachant que si d'autres corps de métier peuvent tenir cette fameuse limite des 1 mètre de distance sans trop de problèmes, étant donné que les soignants, les intervenants du secteur médico-social sont plus statiques lorsqu'ils font des entretiens, par exemple, ou des consultations. En effet, dans ce cadre-là, les choses sont bien entendu beaucoup plus aisées à tenir, tandis que nous, c'est très compliqué parce qu'en effet, avec la majorité de nos patients, d'une part, nous sommes en mouvement, ce qui nécessite en effet une très grande vigilance par rapport à cette question de la distanciation sociale et qui pose la question de comment est-ce qu'on fait en tant que psychomotricien pour s'en débrouiller de cette affaire-là, et en sachant que toute forme de proximité corporelle plus forte, notamment quand on travaille avec certains patients qu'il s'agit de toucher, de porter, et bien évidemment, cette problématique-là rencontre une acuité, j'ai envie de dire, encore plus grande. C'est-à-dire en effet tout ce qui est du côté de la proximité, qu'est-ce qu'on en fait du coup sur le terrain quand on est psychomotricien? Est-ce qu'on doit, en sachant qu'en plus, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a toute une façon d'être spontanée qui fait qu'on est obligé de se surveiller de façon extrêmement pointue parce que si on ne fait pas très attention, le naturel va revenir au galop et qu'on va se remettre à être en mouvement, à se rapprocher, à toucher de façon très spontanée. Donc il y a quelque chose de presque un peu, peut-être que le terme est un peu fort, mais d'un peu violent pour les psychomotriciens par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait partie de leur manière d'être de façon assez naturelle, qu'ils vont devoir surveiller, brider, aménager pour justement rester dans une forme de distance, et ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut proposer à ce moment-là pour essayer de pallier à cette première difficulté qui est une difficulté vraiment tout à fait importante et majeure, que ce soit dans une distance relative ou que ce soit par rapport au toucher. Alors évidemment, en plus avec des patients qui sont dans du mouvement et qui ont eux-mêmes du mal naturellement à pouvoir entendre quelque chose de cette nécessité d'une distanciation sociale, bien entendu, le problème est accru, parce que là, je vous parle du côté du psychomotricien, mais bien entendu, il y a nos patients aussi. Par exemple, si vous travaillez avec des très jeunes enfants, ou des enfants qui présentent une forme d'agitation psychomotrice, bien entendu, réguler la distance de son côté, c'est une chose, mais en sachant qu'en plus, on a des patients en face qui ont eux-mêmes du mal à la réguler. Donc, c'est là où l'affaire, on va dire, l'affaire se corse d'une certaine manière. Donc, ce sera peut-être intéressant d'écouter un peu ce que nos 3 intervenants pourront éventuellement un peu en dire, et puis de voir aussi un peu, pour ceux qui souhaitent éventuellement en parler, dans le quotidien, comment vous avez réussi à aménager un certain nombre de choses en fonction, vous, de votre engagement et aussi de vos patients, pour voir comment vous en êtes débrouillé de cette affaire-là qui quand même est un souci majeur. Alors, déjà, quand on présente les choses comme ça montre qu'il y a quand même une difficulté qui s'invite, qui est pas facile à gérer dans ces cadres de travail-là. Mais il y a aussi une autre difficulté qui est tout à fait présente, c'est en effet tout ce qui concerne l'utilisation du matériel. Alors là où en effet où les psychomotriciens payent là aussi un lourd tribut à cette crise du Covid, c'est que c'est vrai qu'habituellement, en entretien, dans une salle de consultation, en termes de matériel, le matériel est relativement restreint. Même s'il faut le laver régulièrement, comme vous savez, tel qu'utilisent les consignes, même si on peut le changer, les choses peuvent quelquefois être relativement bien plus gérables que dans une salle de psychomotricité, où en effet, la singularité de la salle de psychomotricité, avec tout l'intérêt que ça présente, c'est en effet d'avoir du matériel
du matériel à disposition. Alors, je ne sais pas comment vous faites les uns des unes et les autres, mais la plupart du temps, c'est vrai que les psychomotriciens laissent des choses à disposition pour que les patients s'en emparent, j'ai envie de dire. On ne va pas mettre tout sous clé, puis il y a des choses qu'on range. Et là, du coup, on se retrouve dans une situation extrêmement complexe où, en effet, voilà, ce matériel, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va devoir le trier? Est-ce qu'il y a des objets qu'on garde? Est-ce qu'il y a des objets qu'on laisse? Si oui, pour qui? Comment? En effet, alors sachant qu'il y a des objets qui sont peut-être plus faciles à laver, mais quand on pense par exemple au bloc de mousse, au tapis, à tous ces éléments-là, ou alors au contraire à des très petits objets, bien entendu, ça pose la question de savoir est-ce qu'on les conserve ou pas. Si on les conserve, en effet, comment on s'en débrouille pour switcher, on va dire, entre guillemets, d'une séance à l'autre et laver et rester dans le respect des mesures d'hygiène. Et puis, ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on en dit à nos patients, en effet, d'expliquer en effet qu'il y avait du matériel qui était disponible à un moment. Voilà, c'est vrai que j'ai plutôt en tête le travail avec les enfants, mais peut-être que la question se pose aussi avec d'autres populations. Voilà, auparavant, il y avait des choses qui étaient très clairement disponibles, prêtes à l'emploi, et puis là, elles ne sont plus là. Donc, en effet, comment réagissent nos patients, même si, bien évidemment, j'imagine que vous leur avez expliqué et vous continuez à leur expliquer la logique qui préside à ce choix de mettre du matériel ou pas, mais la façon dont eux ils l'accueillent, comment ils le comprennent, comment on accompagne le mouvement, c'est vrai que c'est aussi extrêmement singulier, alors qu'avant, avec la carte de visite des psychomotriciens en termes de cadre, c'était de pouvoir mettre à disposition une quantité de matériel quand même extrêmement importante qu'on pouvait prendre un peu comme on le souhaitait. Et puis là, ça n'est plus possible. Donc, qu'est-ce que ça induit chez les patients? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'il y en a pour qui ça va être extrêmement compliqué? Est-ce qu'il y en a qui vont voilà, peut-être un peu ne pas être d'accord? Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Inédit du côté du psychomotricien qui doit donc déjà prendre cette habitude de tout laver et de désinfecter. Inédit dans le sens où en effet on doit faire des choix par rapport au matériel, alors choix en fonction de quoi, les objets, en fonction des patients. Et puis inédit aussi dans le sens où il faut expliquer la démarche aux patients et que peut-être pour eux, là où nous, ça nous apparaît éventuellement évident, enfin je relativise bien entendu la formule parce que c'est pas évident du tout. En tout cas, ça a du sens de le faire. Pour eux, est-ce que ça a du sens? Pas forcément. Donc en effet, ça, ce sera intéressant d'entendre nos intervenants nous en dire quelque chose et puis de voir comment les uns et les autres vous vivez aussi ce nécessaire aménagement. Et enfin, le dernier point, qui est quelque chose peut-être qui va peut-être un peu vous surprendre, je ne sais pas si ça vous a surpris quand vous avez lu l'argument que j'ai fait pour ce webinaire, c'est en effet que moi j'ai eu plusieurs échos, et peut-être que ça vous est arrivé ou que vous avez entendu que c'est arrivé à certains de vos collègues. En effet, plusieurs psychomotriciens ont été sollicités pendant le confinement et encore maintenant pour faire un travail un peu inédit qui les déloge de la place où ils sont habituellement, notamment avec des contacts téléphoniques ou des contacts par visio, un peu comme ce qu'on est en train de faire maintenant, où on leur a demandé de garder le lien avec les familles. Alors, il y a en fonction des institutions, je pense que c'est peut-être ce qui vous est arrivé, il y a vraiment des gens qui étaient clairement désignés, j'ai envie de dire, pour faire ce travail, et c'était pas toujours les psychomotes ou pas les psychomotes dans certaines institutions. Par contre, il y a d'autres institutions où, en effet, les psychomotriciens ont été sollicités de façon très active pour pouvoir le faire, ce qui pose tout un ensemble de questions. Est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce qu'on estime que ça fait partie de son travail ou pas? Et si on le fait, comment on accompagne le mouvement? Qu'est-ce qu'on dit? À quoi ça sert? En sachant que voilà, prendre des nouvelles des patients, c'est une chose. Faire un entretien à distance, c'est autre chose aussi. Et pour en avoir un peu entendu parler, éventuellement être en contact avec ses patients, avec des enfants et faire un peu un jeu à distance par écran interposé, c'est une aventure complètement nouvelle. Vous voyez un petit peu tous les différents cas de figure dans lesquels on peut se trouver. Une psychomotricienne qui m'a raconté voilà, qu'avec des enfants qu'elle suivait en CAMS, quand elle faisait des entretiens téléphoniques, alors elle prenait des marionnettes, elle prenait des jeux, elle essayait de leur raconter des choses comme ça, avec quelque chose de très surréaliste. On vit des choses très surréalistes quand on utilise la visio, mais où en même temps elle essayait de retrouver comme ça un contact avec l'enfant, quelque chose du côté du jeu pour maintenir le lien, en sachant très bien d'ailleurs que ça avait aussi ses limites. C'est pas faire la séance comme si on était en séance ensemble, bien entendu, comme vous pouvez vous en douter.
Alors c'est vrai que moi je me disais que déjà ça fait 3-4 figures qui nous donnent pas mal de grains à moudre, mais en sachant que, et ça on aura l'occasion d'en discuter notamment avec Charlotte Pomel, qu'il y a plein de psychomotriciennes qui se sont aussi retrouvées en première ligne aussi, qui n'étaient pas forcément confinées et qui ne faisaient pas forcément des choses à distance, et qui se sont trouvées à agir très directement sur le terrain, et ça Charlotte pourra nous en dire quelque chose. Donc du coup, l'idée, c'est qu'avec nos 3 intervenantes là, qui vont chacune intervenir pendant environ 10 grosses minutes, un petit quart d'heure, c'est d'épingler justement à plusieurs voix certains de ces aspects, pas tous bien entendu, que à partir de leur expérience personnelle. Et donc, l'idée, c'est qu'elle puisse nous donner matière, voilà, à réfléchir autour de la singularité de ce qu'on traverse et de la façon dont ça a eu un impact sur les pratiques des psychomotriciens. Alors, vous verrez, hein, ce sont des témoignages locaux, on va dire, entre guillemets, à partir d'expériences très personnelles pour chacune, mais j'ai bon espoir que les questions qui vont se déplier à partir de ces 3 interventions vont vous parler, vous permettre un peu de vous projeter dans des choses que vous n'avez peut-être pas vécues, mais sur lesquelles vous souhaiterez peut-être intervenir, réfléchir avec nous, ou alors feront encore plus écho directement parce que ce sont des choses que vous aurez vécues plus directement. Voilà, on pourra en débattre après. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première intervenante, qui est Geneviève Larieux, qui est psychomotricienne en institution et en libéral. Geneviève a une expérience de psychomotricienne dans le secteur médico-social, enfants et adultes, et donc en libéral, comme je disais. Elle est formatrice, notamment à l'école suisse de Tony, et elle anime aussi des ateliers de danse singulière, de chorégraphie improvisée et de Tony, bien évidemment. Et c'est aussi une formatrice qui intervient souvent à Espace Formation. Geneviève, je te laisse la parole. Merci Jérôme. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, ça va? Ok, donc j'ai intitulé mon intervention « Bricolage, un art en psychomotricité ». Donc j'interviens en tant que psychomotricienne en libéral et en institution d'ITEP, et aussi par rapport à la région dans laquelle j'habite à Pau, donc la région sud-ouest Nouvelle-Aquitaine, qui est une région qui a été peu contaminée. Et c'est important de le dire quand même parce que ça a une incidence par rapport à la vie professionnelle. Voilà, donc ma traversée en confinement et déconfinement. De manière catastrophique, la société prend subitement conscience que les corps sont de retour, de plus fragiles et vulnérables. Nous qui aimions penser leur immortalité, nos corps menacés par ce minuscule virus deviennent, dès les premières semaines, menaçants pour l'autre. De corps menacés, on glisse à corps menaçant et inversement. Ils s'interpénètrent, s'adhésivent, si je peux m'exprimer ainsi. Juste un exemple très personnel. Pendant le confinement, dans la rue, quand je croise une personne, son regard fuit, elle peut même changer de trottoir pour ne pas me croiser. Cette expérience m'a vraiment questionnée. Sommes-nous contraints de nous installer dans une méfiance à l'égard de l'autre? Un jour, me sentant mise à mal par une telle défiance, je suis sortie pour profiter de mon heure autorisée. Nous avions 1 heure autorisée à l'époque, avec une petite pancarte colorée où j'avais écrit « Un petit sourire me ferait du bien », sourire autorisé par les consignes gouvernementales. Et ce fut vraiment pour moi une très, très agréable sortie. Vraiment des sourires, des regards, des bonjours et 1 heure hyper agréable. Enfin, une vie sociale, enfin, une reconnaissance de l'un et de l'autre possible. Et c'était vraiment important pour moi, cette reconnaissance. Ce que je tente de rapporter par ces mots, c'est tout simplement, il y a la menace virale, ça c'est évident qu'elle est là, la menace virale, mais il y a surtout que l'autre devient menaçant. Puis-je avoir confiance en une personne qui pourrait toucher mon intégrité? La question de la confiance devient première. Puis-je avoir confiance en l'autre ou dois-je être dans la méfiance?
Je me suis perdue dans mes papiers. Voilà. Après ce petit détour, par mon expérience chargée de cette question sur la confiance, vient l'époque du déconfinement. Les protocoles, les gestes barrières s'injectent dans le cadre du soin et modifient l'engagement réciproque pris au tout début du soin. Cet engagement travaillé, énoncé avant la Covid est fragilisé. Vraiment, je l'ai vécu comme quelque chose de très fragilisé, voire pour certains empêché, caduque, ne pouvant se penser en relation de confiance. Cette question de la confiance surgit à nouveau dans le cadre professionnel, donc. Elle se manifeste sur deux facettes. L'une concerne la méfiance des parents à accompagner leur enfant, ou des personnes à s'accompagner dans un espace psychomoteur qui se devrait, entre guillemets, aseptiser. L'autre concerne le socle de notre profession, c'est-à-dire comment peut-on entrer et vivre un espace d'exploration créatrice où le risque de l'expérience est objet même du soin, alors que cet espace contraint, actuellement qui est contraint, pourrait devenir un espace de surveillance et de défiance. Dans ce contexte, prendre soin de la situation m'a été nécessaire. Mon souci, durant les séances, a plus particulièrement été animé par la recherche d'accompagner le mouvement si singulier en psychomotricité, du plaisir d'agir au plaisir de penser. J'ai essayé de me dégager de toutes ces contraintes qui venaient pour vraiment m'appuyer sur ce plaisir d'agir, cheminer vers le plaisir de penser. Je travaille avec des enfants essentiellement, et là, c'est dans ce cadre-là que je me place. Voilà, donc dans cette petite introduction, ce qui est important pour moi de partager avec vous, c'est vraiment cette notion de corps menacé qui glisse, que j'ai senti glisser vers le corps menaçant, et la confiance, méfiance, et cet engagement réciproque posé avant la période de la pandémie, pour beaucoup de personnes que j'accompagne, et qui à un moment donné est à nouveau à re-questionner. Donc maintenant, je vous propose de partager mon élaboration psychique portée par mon bricolage. Pour travailler ce questionnement, je rouvre ma boîte à outils. C'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à moi, cette rouverture de la boîte à outils. Penser ce qui se vit, ce qui se passe, ce que je vis, ce qui se passe pour moi et ce que j'entends. Enfin, bricoler pour m'ouvrir à une énergie créative. Je me trouve et je nous pense les psychomotes déjà experts dans l'art du bricolage. Je pense qu'on est assez fort, on est une profession assez forte dans l'art du bricolage. Et je vais quand même définir ce que j'entends par bricolage. C'est important pour qu'on parte ensemble sur des mêmes bases. Bon, pour moi, le bricolage, c'est tout d'abord tenter de penser ce que nous faisons pour pouvoir en répondre. C'est ici, dans ce contexte, penser tous ces ajouts qui nous sont imposés, ces protocoles, ces gestes qui nous sont imposés et aussi ces mots qui nous sont imposés. Bricoler, c'est résister quand c'est nécessaire, ce qui peut signifier désobéir lorsque la situation le nécessite. En termes psychomoteurs, le mot désobéir, je pourrais le remplacer par repousser. Dans un acte de corps à corps où je repousse, c'est-à-dire poser un acte autre que celui qui est attendu et en répondre de cet acte que je pose. C'est aussi bricoler, être vigilant d'une tentative à la surobéissance. C'est-à-dire qu'à certains moments, ma peur me gagnant, par rapport à cette pandémie, la peur me gagnant, je pourrais être dans une interprétation des obligations au-delà de ce qui est demandé, des interprétations excessives des préconisations. Donc pour moi, bricoler, c'est tenir compte du contexte,
être ouvert à l'observation, vigilante à ma position d'observatrice, réceptrice de ce qui se joue, de ce qui se passe. C'est se laisser toucher dans la rencontre, tenir compte des imperfections, accepter les erreurs, les doutes, juste user et abuser du tâtonnement, de l'improvisation et des ajustements nécessaires. Et être le plus conscient de tout ce qui s'y joue, de tout ce qui se joue en situation. Voilà ce que j'entends par bricoler. Donc ma bricole s'est portée en premier sur repréciser le cadre de l'aide. Ça a été vraiment premier de repréciser à ses parents vraiment dans l'inquiétude et dans le refus d'oser remettre un pied dans la salle de psychomote, mais comme à l'école, oser sortir de chez eux, repréciser le cadre de l'aide, c'est-à-dire contenir les débordements des affects et des projections et permettre une réassurance aux parents, aux personnes qui étaient en soins quand c'était des adultes, en nommant, en expliquant les moyens mis en œuvre, en donnant corps verbalement et par des écrits aux modifications du cadre. Le cadre ainsi nommé a tenté d'offrir une tenue à la situation, je dis bien tenter, une tenue à la situation et d'ouvrir à chacun la possible exposition à sa fragilité créatrice, chacun pouvant de ce fait se risquer à s'exposer au regard de l'autre. Pour cela, il m'a fallu questionner les mots que nous utilisons, les mots qui sont forts, les mots que nous utilisons actuellement, et je n'ai pas pu faire l'impasse de questionner ces mots-là. Donc, je vais les renommer. Vous allez à nouveau les entendre. Je m'en excuse, mais c'est important de les redire, les mots qui m'ont vraiment questionné. Gestes barrières, distanciation sociale, gel hydroalcoolique, port du masque, il y en a bien d'autres. Je me suis arrêtée à ces 4. Ces mots, nous les avons entendus, nous les entendons encore, nous les disons. Comment les porter, quelle place leur donner? Ces mots, pouvons-nous en prendre soin, les reconnaître, les apprivoiser, les supporter, les repousser ou tenter de les modeler, les transformer? L'ouverture à une polysémie est-elle envisageable? C'est ce que je vais tenter de faire après, là maintenant, essayer d'ouvrir ces mots, le sens de ces mots. Donc le premier, c'est le mot barrière. Tout le monde sait ce qu'est une barrière. Le dictionnaire nous dit que c'est un assemblage de pièces qui ferme un passage, qui sépare, une limite à ne pas franchir. Face à un tel sens, il m'est impossible de penser entrer dans l'espace psychomoteur. Donc, il m'a fallu mettre un peu de souplesse, de flexibilité tonique pour rendre cette barrière franchissable. Le cadre de soins, déjà nommé, raconte et rend compte d'un espace clos, étanche, impénétrable, un espace protecteur. Donc, le rituel de se laver les mains, d'enlever les chaussures à l'extérieur de la salle, de se dire bonjour autrement que par une poignée de main, trouve-t-il à se loger dans le cadre du soin? L'espace du soin contenu par cet ajout au cadre s'habille autrement du coup. Nouvel habit, enveloppe beaucoup plus dense, beaucoup plus ritualisée, est-elle au service de la situation? Je l'ai saisi, ce mot barrière, comme un renforceur d'étanchéité de cet espace psychomoteur. J'ai tenté de le saisir comme ça et je pense qu'actuellement, il est saisi aussi par les parents, les enfants, les adultes que j'accompagne, comme vraiment, il y a comme une mise en jeu là de cet espace où il y a tout un rituel avant de rentrer dans la salle qui protège l'espace de ce qui va se jouer dans la salle. Et au retour pareil, qui permet aussi de pouvoir marquer quelque chose qui est d'une fin pour repartir à l'extérieur
où ces gestes ne sont plus sont nécessaires autrement que dans la salle. Voilà pour le mot barrière. Le deuxième, c'est le mot distanciation sociale. D'abord, il a été très étrange pour moi parce que c'est pas au niveau social, mais c'est au niveau physique, c'est au niveau du corps à corps que la chose est, où il y a un risque. Et en situation psychomotrice, comme tu disais Jérôme tout à l'heure, un des outils du soin en psychomote s'anime du curseur distance. Nous en parlons en termes de touchant, touché, peau à peau ou à distance, où que nous soyons, nous sommes touchés, touchants en relation. Et j'ai été très étonnée parce que les enfants sont repartis à l'école primaire et aujourd'hui, aujourd'hui, tous les enfants que j'ai reçus m'ont dit, en rentrant dans la salle, on peut se toucher. Ça y est, la levée de l'interdit du toucher était levée. C'était très étrange, comme s'il y avait, et soulagé de se dire, il y a quelque chose qui s'anime et on va pouvoir se toucher. Et jusque-là, ils respectaient, c'était même eux qui me rappelaient de ne pas les toucher, parce que mon habitude, voilà, revenait au grand galop et eux me remettaient à la place de non, il y a l'interdit actuel, jusqu'à il y a lundi. Voilà, donc le contexte actuel nous invite à nous centrer encore et encore sur notre sensorialité, notre réceptivité sensorielle pour accueillir l'autre, en étant un peu plus à distance, autrement à distance que dans nos habitudes. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant qui vient bousculer nos habitudes. On peut le voir comme ça. À jouer avec notre palette tonique, à prendre soin de nos postures, de nos mimiques, de nos ajustements en relation pour peut-être permettre à la personne d'être touchée par notre présence. Et parfois, le toucher physique devient nécessaire. Repousser l'acte de se mettre à distance devient soignant. Et dès le début du déconfinement, mi-mai, quand j'ai commencé à recevoir certains enfants, il y a 2 enfants, on est allé dans un toucher physique, corps à corps, les enfants sont venus se coller, lever contre moi et on a vraiment travaillé à cette distance-là parce que c'était nécessaire pour eux d'être dans cette distance-là et je pouvais répondre de mon positionnement par rapport aux parents et par rapport à des personnes autres qui avaient besoin de savoir le pourquoi, de ce contact physique malgré l'interdit qu'il y avait. Le troisième mot que j'ai choisi, c'est le gel. Durant le confinement, la sensorialité a été restreinte massivement au sens de la vue et dans certaines familles au sens gustatif. Le sens du mouvement, le sens de l'équilibre, le sens tactile ont été réfrénés. Maintenant, nous devrions nous geler, nous figer. Pensons plutôt à prendre soin de nos mains, à les toucher, à les stimuler, leur redonner un espace de jeu, de relation. Pouvons-nous entendre l'acte de s'auto-toucher les mains dans un prendre soin de soi? Et c'est vraiment ce mot gel vient quand même, moi je suis très étonnée parce que je rencontre depuis 15 jours un nombre d'enfants qui ont des problématiques de peau au niveau des mains qui sont apparues liées au gel hydroalcoolique. Nous, moi j'ai pris l'option du savon, on se lave les mains, on joue avec les bulles, avec le savon, on joue avec l'eau qui coule, mais il y a vraiment, moi ça m'interroge ce gel hydroalcoolique, comment il vient impacter la corporéité peau des enfants. Chez des adultes, j'ai pas observé, chez les enfants c'est vraiment, vraiment net. Du coup, ils ont des crèmes apaisantes et tout qui viennent par-dessus. J'avais envie de témoigner de ça quand même. Et pour terminer, c'est le masque. Alors, je parle du masque plus que je porte que du masque qui avait été demandé que les enfants portent. Voilà. Pour terminer, le masque, est-il costume ou vêtement? S'il est costume, il devient peau d'un personnage. Mais où est le sujet puisqu'il parle de personnage?
si les vêtements ils deviennent peau de la personne. Ce qui est bien différent, hein. Dans un vêtement, c'est vraiment la peau, c'est comme une peau supplémentaire qui est là et et c'est ce qu'on perçoit de l'autre. C'est la seule perception qu'on a de l'autre, c'est son vêtement et sa peau. Voilà, l'intérieur, il appartient à la personne. Donc, c'est vraiment cette question entre le costume et le vêtement. Je suis encore installée dans une tentative de le porter comme un vêtement. J'ai le souci esthétique de le porter en accord avec mes boucles d'oreilles, chemise, souci vestimentaire, une petite coquetterie, mais il m'entrave. Et je n'arrive pas à vraiment le porter comme vêtement et je me trouve à la limite de mon bricolage. Je n'ai pas d'outils pour ça qui me permettent de le penser, de l'animer, de l'habiter autrement qu'un objet muserolle qui vient comme étouffer une parole, étouffer une expression et qui m'empêche aussi, quand l'enfant le porte, parce que certains enfants ont souhaité le porter, me limite au niveau des informations. Voilà. Me voici à la limite donc de mon bricolage, comme je vous disais. Quand la limite est atteinte, est-ce le temps de repousser, de désobéir en conscience afin de maintenir vivante la situation? Pour moi, ça l'a été pour un certain nombre d'enfants parce que c'était nécessaire pour moi. Je ne pouvais plus être avec ce masque, et notamment des enfants qui respectaient une distance physique. Voilà, donc je suis toujours en très grande question et en incertitude tout en faisant des choix et en assumant ces choix-là quand je le porte ou quand je ne le porte pas. Voilà, j'arrive à la conclusion de mon intervention. Je vous ai proposé donc de remettre en jeu ce qui me fait violence professionnellement afin de l'apprivoiser un peu mieux. J'ai tenté d'explorer le pouvoir ouvrant ou fermant des inductions structurantes que sont les mots actuels. Et j'attends de vos échanges pour voir et pour me nourrir dans mon vécu professionnel et arriver à autrement penser tous ces gestes barrières et cet état de confiance, ce cadre qui a été modifié et comment chacune, on arrive à trouver un chemin pour continuer à être dans la période où l'agir est pensé, à la période où penser n'est plus que penser l'agir. C'est une citation là de Bernard Couturier. Voilà, je vous remercie et au plaisir de partager avec vous et d'échanger. Je redonne la parole à Jérôme. Merci Geneviève pour ton intervention, qu'on aura l'occasion bien entendu de discuter tout à l'heure avec certainement pas mal de questions qui sont mobilisées. Alors, juste un petit commentaire en t'écoutant, c'est vrai qu'on retrouve quelque chose, comme tu disais, de très fort du côté de l'état d'esprit, de la façon dont les psychomotriciens travaillent. En effet, quand tu parles de bricolage, c'est-à-dire de se dire plutôt que de subir en effet tous ces éléments qui sont du côté d'une forme de contrainte à minima, comment on peut réintroduire quelque chose du côté du ludique, quelque chose qui peut s'insérer dans relativement bien dans notre cadre de travail et pour que ça puisse être intégré d'une certaine manière à minima. Et c'est vrai que ce que tu décris par rapport autour du soin apporté aux mains, par rapport à la façon dont ces gestes barrières, notamment par rapport au lavage, peuvent aider à accompagner les débuts et fins de séance avec des petits rituels pour des enfants qui des fois en ont bien besoin et sont en difficulté par rapport à ça, c'est tout à fait important. Ce que tu dis aussi par rapport au fait que si distance il y a, il va falloir que le corps parle autrement et soit expressif à distance si le toucher du coup et les rapprocher ne sont pas possibles. Après, ce que tu disais, c'est qu'en effet le masque, ça demeurait quand même quelque chose du coup qui restait, moi j'entends dans ce que tu dis, quelque chose de très problématique, hein, en effet, malgré tout. Tout dépend comment on s'en empare, comme tu disais, costumes, vêtements, tout dépend ce que l'on y met, mais c'est vrai que par rapport à la capacité d'expression, la lecture des émotions du visage, bon, même si le corps peut beaucoup parler en périphérie
pour arriver à faire passer le message autour d'un certain nombre d'émotions, ça reste quand même très compliqué. J'ai déjà eu des échos de collègues comme ça qui disaient que spontanément, du fait qu'ils étaient masqués, ils s'apercevaient qu'ils bougeaient beaucoup. Ils s'agitaient beaucoup, des fois, leur agitation un peu désorganisée, ou alors mouvement comme ça, psychodramatique, théâtral, permettant de mieux se faire comprendre, étant donné que une partie du visage est masquée. C'est vrai que ça reste quand même une entrave à minima, et peut-être un des aspects les plus embêtants, j'ai envie de dire, dans les aménagements de notre pratique actuellement. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Charlotte Paumel, que je vais présenter brièvement. Alors, Charlotte est psychomotricienne, elle a un master international en psychomotricité. Elle travaille dans un service de pédopsychiatrie universitaire du Val-de-Marne, service du professeur Palette, et aussi en clinique psychiatrique pour adolescents et jeunes adultes. Elle est par ailleurs aussi chargée d'enseignement auprès des psychomotriciens et formatrice. Charlotte, je te donne la parole. Bonjour, je suis heureuse de pouvoir participer à ces échanges aujourd'hui, et pouvoir à la fois vous partager l'expérience que j'ai pu avoir, comme le disait Jérôme, localement, dans un contexte qui était le mien, et puis de pouvoir ouvrir ensuite à vos questions. Un petit retour en arrière, donc. Nous sommes en février 2020, nous traversons en France une épidémie sous contrôle. Pourtant, des personnes commencent à porter des masques dans le métro. Étonnant, inhabituel en France. Cela peut même faire sourire. Nous devons respecter ces fameux gestes barrières, certes, mais pour ma part, au début, sans grande conviction, car n'y a-t-il pas un caractère artificiel à ne pas serrer la main en salle d'attente, puis à entrer dans une séance en psychomotricité, sachant que les gestes et la distanciation ne seront difficilement respectés. Mais soudain, une annonce présidentielle sonne le glas. Nous sommes en guerre. Point de bascule qui nous fait rentrer soudainement dans une crise inédite. La guerre est déclarée, cela ne fait plus rire. En tout cas, ne me fait plus rire. C'est une vague, dit-on, on ne l'a pas vu venir. Les choses s'accélèrent. Plan blanc dans les hôpitaux, branle-bas de combat. Les ressources en soins menacent d'être dépassées. Les soignants sont exposés, éprouvés physiquement et moralement. Les conditions de tri, de soins aux patients et à sa famille se dégradent. Juste avant le début la veille du confinement, je commence à apprendre que certains collègues sont atteints de la Covid, amis soignants ou non, des proches de patients, des patients qui sont également touchés, dont une petite fille que je suis, dont la mère est hospitalisée, puis la grand-mère dans un état grave. Je m'identifie aux patients sévèrement touchés et à leurs familles. Visite interdite, agonie difficile, détresse respiratoire. On meurt seul en s'asphyxiant. Les affaires des défunts sont brûlées dans certains hôpitaux. On ne peut pas voir son proche décédé, ou au mieux, on le voit dans une housse, habillé des pieds jusqu'au cou, sans pouvoir le toucher. Les fameuses halles de Rungis, en région parisienne, sont transformées en fastes chambres mortuaires, où il faut aller vite. On entend plusieurs discours, laisser mourir les personnes âgées parce qu'au final, elles ont déjà vécu leur vie. Propager le virus parce qu'il faudra de toute façon une immunité collective et qu'on doit bien vivre avec certains risques. Relativiser la gravité et les risques collectifs. Interpréter personnellement les données, mais lesquelles, au vu des incertitudes et des changements de discours des supposés sachants. Le choc des contrastes s'ajoute au séisme. Un ami réanimateur me raconte la médecine de catastrophe à laquelle il se trouve confronté. Versus d'autres discours, bon, n'exagérons rien, il y aura des morts certes, mais comme tous les ans avec la grippe. Je me sens relativement perdue. Faut-il exagérer ou bien gérer ces angoisses finalement? Les soignants ne sont pas concernés, me dit-on aussi à un moment donné, par les mesures de confinement, quel que soit leur corps professionnel. Pourtant, des recommandations circulent, disant aux psychomotriciens qui le peuvent de rester confinés. Nous sommes en zone urbaine, zone rouge, mais pas en première ligne en tant que psychomotricien. Les consultations sont déprogrammées et nous ne sommes d'ailleurs pas, disons-le, toujours le corps de métier perçu comme le plus vital et indispensable. Que faire? La crise sanitaire nous menace de tensions, de clivages.
entre anxiété, jugement, incompréhension. Faut-il aller au front, se replier, être dans la réserve sanitaire, être là où l'on doit être? La remise en question des repères éthiques et des valeurs perturbe également. Du trop rigide au pas assez scrupuleux, quel référentiel individuel et collectif pouvons-nous trouver? Quelle est la place de la psychiatrie? Quelle est la place du psychomotricien? Le temps et l'espace semblent suspendus à l'urgence de l'ici et maintenant et demandent une réorganisation en temps réel. Une certaine culpabilité soignante peut émerger. Vite, il faut faire quelque chose pour répondre à cette urgence. Mais quoi? Être où? Avec qui? Auprès des premières lignes? Dans nos missions habituelles? En présentiel? En télésoin? En faisant des permanences? Il y a ainsi un tiraillement entre le risque de propager le virus, en particulier à travers les transports en commun et autres, et le risque d'abandonner les soignants de première ligne. Mais faut-il être là juste pour être là et être solidaire? Être solidaire alors avec qui? Les personnes à risque? Les personnes atteintes de la Covid? Nos collègues? Nos patients? De quelle façon? Au centre hospitalier intercommunal de Créteil, que j'ai rejoint depuis le début de l'année scolaire, les médecins pensent alors à plusieurs dispositifs qui pourraient se mettre en place. Un groupe de parole animé par les psychologues et les psychomotriciens, que pourraient-ils proposer? Un soutien aux soignants de première ligne par la relaxation. Est-ce la bonne temporalité? Est-ce réalisable? Est-ce suffisamment sécure? Avec quelle méthode? Pour quels objectifs? Finalement, le projet ne voit pas le jour et ce sont des dispositifs externes qui se mettent en place, financés par l'hôpital. Le Cocon qui offre des prestations, coiffure, massage, hypnose, des soins pour le corps. Un peu de bien-être pour ses soignants. Et puis un autre dispositif émerge, accueil et accompagnement des familles. Les psychomotriciens font partie des professionnels sollicités. Cela fait soudain sens au regard d'une éthique du soin. Dans ce contexte de grande désorganisation, il s'agit de refaire du collectif et de l'humain, là où la réalité crue nous submerge, du lien qui n'a pas forcément lieu d'habitude, par exemple entre services de soins somatiques et de soins psychiatriques, entre différents corps de métier. Soudain, nous nous retrouvons médecins de soins somatiques, infirmiers en soins somatiques, psychologues, psychomotriciens de pédopsychiatrie. Nous nous retrouvons complémentaires, pouvant nous soutenir les uns les autres de nos expériences respectives, de nos expériences respectives, de notre humanité. Nous nous sentons appartenir à un collectif temporaire, dans un partage. Les missions de cet accueil peuvent être assez simples. Accueillir les proches, les orienter, les renseigner, parfois essayer de trouver dans quel service a atterri leurs proches qu'ils n'ont pas vu depuis son admission aux urgences, ou bien nous leur expliquons les règles de désinfection, d'habillage, lorsqu'ils ont une dérogation de visite, puisque ce dispositif est pensé pour permettre des visites aux patients en avis d'aggravation, en avis de fin de vie, de décès imminent. Il y a le droit, les personnes ont le droit qu'un seul membre de la famille puisse rendre visite, sauf dérogation de la dérogation. Et il nous faut le rappeler aux familles, ce qui crée également des difficultés et parfois des déchirements possibles. Nous pouvons donc aussi recueillir des affaires apportées par les proches, leur proposer de mettre un petit mot ou bien encore de communiquer via une tablette qui sera mise en place. Nous sommes donc des petits messagers, nous ne faisons qu'apporter la valise dans le service, bien loin a priori de notre travail de psychomotricien. Et pourtant, nous le verrons, il y a le soutien technique, certes logistique, on montre l'habillage émotionnel au début et puis après la visite. Quel est notre rôle? Eh bien, rendre peut-être moins effrayant autant que faire se peut cette phase d'habillage où on accueille en disant qu'il faut mettre une charlotte, une surblouse, des lunettes, et puis se laver les mains entre chaque élément que l'on met. On fait la démonstration sur nous, sur notre propre corps, qui n'est pas sans rappeler l'implication du psychomotricien qui fait d'abord la démonstration avec son corps, avant de l'expliquer. Parfois même, on aide la personne parce qu'elle est trop démunie pour intégrer toutes les consignes qu'on lui donne. Nous pouvons l'accompagner jusqu'au seuil de la chambre de son proche, qui devient presque un sanctuaire dans lequel on lui dit de ne pas rester trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de charges virales.
Il lui dit aussi qu'il ne peut pas toucher ou alors très peu la personne. Il faut donc être là essentiellement, pas faire ou peu, être là dans l'ici et maintenant pour accueillir l'émotion dans le dialogue tonique, postural, sans toucher. Regard, posture, tonus, empathie, créativité, mots, espace, enveloppe, contenance, des mots qui me parlent en tant que psychomotricienne et que je vis dans ce dispositif singulier. Je propose d'ailleurs, dès ma première permanence, de penser à un espace un peu plus enveloppant, contenant, pour avoir vu une personne, les larmes aux yeux, partir à se retrouver au milieu du hall. Nous faisons un petit salon, un peu plus cocooning, dans lequel nous pourrons inviter les personnes à s'asseoir si elles le souhaitent, à l'abri des regards. Il faut donc s'adapter aussi, un des mots-clés du psychomotricien, à chacun, son âge, sa personnalité, ses réactions. Une personne me dit non, je ne veux pas m'asseoir ni parler, je veux juste récupérer mes affaires que j'ai déposées dans le casier. Donc je lui donne la clé. Cette femme est venue dire adieu à son père qui est inconscient. Mais tout en récupérant ses affaires et en m'ayant dit qu'elle ne voulait pas parler, elle se met à parler. Donc nous restons debout à côté des casiers, l'air de rien. Et elle me dit que c'était dur de ne pas savoir s'il sait qu'elle est venue, s'il l'a entendue. Je ne suis pas médecin, certes, mais je m'avance à dire que la conscience est complexe et que la présence, le toucher, la voix peuvent être perçus, même quand il n'y a pas de réaction évidente. Peut-être qu'il y a le même infime qui a pu se créer, une sensation. En tout cas, c'était important qu'elle soit là, ce n'était pas rien. Et puis, elle me relate la réaction de son père la veille, qui était complètement conscient, et une critique acerbe qu'il a pu faire. Et là, je théâtralise. Là encore, j'utilise certains de mes outils. Je dis, bah, dis donc, votre papa, il avait pas perdu son sens de l'humour et de l'observation. Et là, elle dit, ah oui, là, je reconnais bien mon père. Hein. Et elle se met à rire. Je dis, bah oui, il allait dire jusqu'au dernier moment son dernier mot. Et elle rit dans cette circonstance dramatique. Nous partageons ce moment. 30 minutes après, elle part. Et là, un collègue me dit que c'était beau à voir. Notre posture, notre positionnement de 3/4, pas de face, un peu contre le mur à côté des casiers. Elle aurait voulu prendre une photo à ce moment-là pour dire que ça illustrait ce que nous faisons, l'accueil. Et je suis touchée que ce collègue fasse référence, sans ces mots-là, à la posture, au positionnement, à cet ajustement tonico-postural qui dit quelque chose de la communication, peut-être plus que les mots. Le psychomotricien, en effet, au-delà des mots, cherche à envelopper avec son corps, à accueillir les émotions. Et dans le drame, on le sait, les mots sont parfois vains. En effet, ce sont les regards qui, moi, m'ont le plus marqué. Ces moments de regard intenses, au-delà du masque. En effet, des personnes venaient, notamment des personnes, je pense à des femmes âgées qui venaient dire au revoir, parfois même sans le savoir, à leurs compagnons de toute une vie, avec un regard qui s'agrippe, un air abasourdi parfois, quelque chose qui n'est pas encore pensable et qui se transmet peut-être même sans conscience. Elle s'accroche alors au regard d'une inconnue aux blouses blanches qui ne se présente qu'avec son prénom. Il y a ce regard pour dire la douleur, l'espoir, la peur, l'incompréhension. Il y a ce regard pour se tenir à quelqu'un, une humanité qui est présente. Beaucoup de familles viennent nous dire merci beaucoup, on se sent presque gêné, mais merci de quoi, enfin, dans ces circonstances. Et finalement, peut-être merci d'avoir juste été là, d'un regard, d'une parole, d'une attention, d'avoir accueilli la colère parfois, d'avoir partagé une anecdote sur un proche, d'avoir été à faire coucou par la fenêtre au grand-père mourant, faute de pouvoir l'embrasser, d'avoir ramené des affaires et des photos. En parallèle de ce dispositif, il y a à penser la continuité des soins en psychomotricité. Répondre également à des demandes d'accompagnement temporaire en lien avec les effets du confinement. Mais alors, comment faire quand le psychomotricien doit exercer sans corps et sans espace, n'est-ce pas aberrant? Si, en soi, une psychomotricité hors les murs peut-elle se penser, voire même hors des limites et de la densité corporelle? Doit-elle se mettre en veille, se réinventer à situation exceptionnelle, adaptation exceptionnelle? Puisque la réalité est là et que les contingences sanitaires prennent le pas un temps sur d'autres, comment faire avec? Comment en faire une force même peut-être? Non dans une opposition, ni non plus dans la résignation. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'on demande aux patients de faire avec,
leurs forces, mais aussi leur fragilité, leur handicap, leur histoire, pour les rendre féconds. Comment rendre fécond cet handicap que nous avons de notre pratique? Est-ce le psychomotricien qui, à présent, se retrouve en position donc, de handicap? Quid de notre besoin aussi de toucher, de proximité? Quand il s'agit de nos outils de travail, comment trouver un équilibre entre besoins sanitaires, besoins thérapeutiques, besoins de l'enfant, besoins des parents, besoins du thérapeute? Quoi prioriser? Les choses se font au gré des contacts, pour ma part, avec les patients et les parents. Il y a donc différentes missions et actions qui finalement se déclinent. Je peux retracer a posteriori. La première était en effet prendre des nouvelles. Comment ça se passe? Est-ce que l'enfant dort? Est-ce que vous notez des manifestations inhabituelles? Est-ce qu'il y a des temps de jeu, le travail scolaire, l'agitation, la communication? Et puis, finalement, on se demande si on n'est pas un peu hors cadre à certains moments. Je me vois et je me pense en train de faire quelque chose où je me dis, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? J'amène des feuilles de dérogation de sortie dans la boîte aux lettres d'une famille qui sinon ne va pas du tout sortir, même sur l'heure autorisée, parce qu'ils n'ont pas d'imprimante. Je me dis, bon, je le fais, j'assume, et je le fais pour ce patient-là, et ça prend a priori du sens. Et puis, est-ce qu'on est vraiment hors cadre quand finalement la nation n'est plus dans son cadre? Donc, est-ce que on est toujours dans quelque chose qui vient compter ou qui prend du sens parce qu'on est dans l'exceptionnel face au collectif qui est dans l'exceptionnel, à condition de continuer à le penser. Il y a le maintien du lien thérapeutique comme on peut, c'est-à-dire effectivement accrocher un enfant autiste par visio, eh bien ce n'est pas toujours simple. Donc je me vois parfois faire des choses où je me trouve parfaitement ridicule et où je commente et puis je repense un petit peu le dispositif pour voir ce qui peut avoir du sens, peut-être davantage de guidance parentale, ou bien de filmer la salle, l'objet préféré de l'enfant, qui permet d'avoir un repère et de dire tu regardes, je suis dans la salle de psychomotricité, tu as reconnu les parents qui accompagnaient aussi ce discours et on regarde le tonneau dans lequel l'enfant aimait être pour dire bah, c'est toujours là. Voilà. On essaie de maintenir une certaine permanence des objets. Petite fille me dit d'ailleurs, est-ce qu'il y a des microbes chez Madame Pommel? Alors je lui dis, bah, écoute, en tout cas, on essaie de bien nettoyer, ne t'inquiète pas. Et voilà, nous, ça va bien. Guidance parentale par téléphone, par mail, par visio. Effectivement, ça fait une formation accélérée par ailleurs aux outils visio, mais en même temps, ça déstabilise. Et puis, c'est une maman en fait qui me guide vers une ouverture, notamment quand, lorsque je l'appelle pour prendre des nouvelles, elle me propose d'être en visio et qu'à ce moment-là, elle commence à jouer avec son fils. Je m'y attendais pas. Et puis, j'y vois un besoin finalement, donc je lui dis: «Bah, écoutez, c'est intéressant, enfin, peut-être que si vous voulez, on peut organiser ça, le penser». Donc faire des petits temps comme ça en visio, vous jouez avec lui, il a 2 ans, il a un trouble du spectre autistique. Peut-être qu'on peut faire comme ça si vous voulez. Donc c'est elle qui m'invite finalement chez elle, donc elle me montre son appartement qu'elle m'avait décrit et puis je la vois de semaine en semaine améliorer son dispositif. Elle a poussé les meubles, elle se fait son espèce de psychomotricité avec un drap au sol, elle s'installe dessus, elle sort des Legos, des jeux et puis elle a réussi à trouver un petit chevalet pour que j'arrive à voir quelque chose parce que ça bougeait tout le temps, que je n'avais pas vraiment de vue. Puis je commente et en fait, je la laisse, elle, être actrice et puis de temps en temps, lui donner des conseils. Donc voilà, des choses qui naissent en fait et qui se co-créent davantage, mais cette fois où c'est le parent qui finalement initie, me donne des idées et à un moment donné, je peux simplement lui dire, bah, vous voyez là, peut-être que ce n'est pas une crise ou un refus de continuer à jouer, mais je crois qu'il s'est vraiment agacé parce qu'il voulait mettre les 2 Legos ensemble. Ça, je le voyais bien. Il a essayé, hein, vous avez vu, il était concentré, mais au bout d'un moment, il s'est découragé. Peut-être si vous lui montrez comment faire là, ça va l'aider. Et elle fait ah d'accord. Et elle prend les Legos et elle lui montre et quelque chose s'instaure. Donc voilà, des surprises, se laisser aussi surprendre par la créativité des parents et des familles. Qui là, en l'occurrence, c'était une famille que je n'avais vue qu'en bilan. On a commencé le suivi par visio, donc étonnant. Et on le poursuit dans le jardin au CMP parce qu'on a la chance d'avoir un jardin et quelque chose qui reste dans finalement la continuité de ces séances et on appuie sur ce qu'on a pu faire.
Voilà, donc d'autres choses qui ont pu se mettre en place, plus de guidance. Alors là aussi, surprenant, une guidance auprès d'une maman que je n'avais jamais rencontrée. Je n'avais jamais rencontré son enfant, qui était lui-même suivi par un psychomotricien. Mais le médecin qui les suivait me dit, voilà, là, avec le confinement, ça devient l'enfer à la maison, agitation, troubles de l'opposition. Et donc, est-ce qu'on peut penser quelque chose d'autre? Donc là, je me situe en tant que psychomotricienne, en tant que guidance parentale, sans intervention auprès de l'enfant, pour plutôt accueillir ce que nomme la maman, penser l'aménagement de l'espace, du temps à la maison, tandis que le psychomotricien continue à faire des séances en visio individuelle avec cet enfant et préserve donc aussi l'intimité et la confidentialité de leurs séances. Finalement, ce confinement, du coup, au meilleur, les familles qui craquent, cette maman qui s'effondre en pleurs, mais en même temps qui s'effondre pour la première fois dans cet échange, ce qui fait le relais ensuite avec le médecin qui continue de les suivre quand nous arrêtons nos consultations par téléphone. Nous nous voyons une dernière fois, pour la première fois en visio, avec les 2 parents, pour nous dire au revoir. Donc très curieux en effet, mais qui amène là aussi à penser que finalement on peut aller chercher de la créativité, là où parfois on se retrouve un peu acculé et dans l'impasse. Quant à l'habillage, pour ma part, le masque peut-être de l'avoir porté à l'hôpital et de vivre cette intensité émotionnelle, une fois passé, fait de s'habituer, d'arriver à respirer sans avoir mal à la tête, eh bien, je ne le vis pas si mal. Et à un moment donné, comme on est dans le jardin, à distance, j'ai pu enlever le masque avec des enfants pour qui nous reprenons maintenant les suivis en présentiel. Et la petite fille qui m'avait dit il n'y a pas de microbes chez Madame Pommel me redemande s'il n'y a pas non plus de microbes dans le jardin. Je dis qu'il y a beaucoup moins de risques qu'il y a de microbes dans le jardin. Et puis, lorsque j'enlève le masque parce que je suis très à distance, elle me regarde, l'air un peu surprise, et elle me dit le nez dans le masque. Je dis oui, tu as raison, le nez dans le masque. Je remets le nez dans le masque. Voilà, donc à chaque enfant, là aussi, finalement, sont en adaptation. Et un autre petit garçon qui vient avec son masque et qui, ça rejoint peut-être mon intervention, Geneviève, à ce moment-là, ça m'a fait penser à ça, qui arrive dans la salle avec le masque, qui est assez obsessionnel, qui rentre et là qui enlève ses chaussures et puis qui enlève le masque et qui fait ah pouf. Et moi par contre il faut que je le garde bien entendu, mais lui voilà, il a vécu l'espace de la salle comme c'est le moment où je peux enlever le masque. Toi tu l'as, c'est toi qui l'as. Je mets une blouse aussi avec les enfants que je vais toucher, notamment les enfants très jeunes ou TSA, une blouse qui a été cousue par une amie, donc de couleur qui n'est pas la blouse blanche du docteur, et qui fait un peu grande robe finalement, et ça me met aussi plus à l'aise pour pouvoir ensuite porter l'enfant tranquillement. Il y a des enfants qui sont venus mettre la main vers mon visage et qui finalement voient déjà leurs parents porter le masque, qui n'ont même pas cherché à me l'arracher. Il y a un enfant qui a repris son habitude de me tirer la queue de cheval, hein, mais il n'a pas tiré le masque, donc c'était intéressant. Et cet enfant qui ne répond pas aux consignes, qui a très peu de réaction quand on lui demande quelque chose. Là, je lui présente le chat. Maintenant, ça devient le chat, hein. Une manière aussi de ne pas dire le gel, peut-être, le pipi. Et en fait, il se met à frotter les mains. C'est la première fois que je le vois avoir une réaction aussi adaptée et ritualisée. Alors après, il va me tirer les cheveux, mais il se lave les mains au départ. Et ça semble être rentré un peu dans sa routine. Et finalement, c'est peut-être une prémisse de l'imitation pour lui. Donc voilà, finalement, des choses à la fois très lourdes, très contrastées, très diversifiées, et qui finalement, je trouve, m'amènent pour ma part à re-questionner peut-être certaines choses qui me paraissaient évidentes dans le cadre ou essentielles, qui me paraissent sans doute l'être, mais qui m'invite en tout cas à faire un pas de côté dans cette situation particulière pour venir le réinterroger et peut-être, je l'espère, habiter un peu aussi autrement, et en attendant, en essayant de pouvoir effectivement jouer de cette distance ou non-distance pour que le masque et les gestes barrières soient bien des barrières au virus et non pas à la relation en effet. Je vais m'arrêter parce que j'ai déjà été très bavarde. Je vous remercie de votre attention. Merci Charlotte pour ta présentation, qui est d'autant plus intéressante que là tu nous as ouvert tout un éventail de possibles sur l'engagement du psychomotricien, à la fois dans sa pratique un peu plus classique, j'ai envie de dire, voilà, en CMP dont tu parlais, puis aussi sur cette encore plus près du terrain, quoi, j'ai envie de dire, par rapport à ces situations que tu décrivais, où on peut se dire voilà que
les psychomotriciens se retrouvent un peu en terre inconnue sur une autre planète et où finalement il y a quelque chose du côté à la fois de l'écoute, de l'accompagnement du côté du corps, dans ce travail de sas que tu décrivais, qui fait qu'on peut quand même arriver à trouver une place à minima, même si on peut avoir l'impression qu'on arrive là un peu comme un chien dans un jeu de quilles, ou qu'on aura du mal un peu à trouver sa position. Et puis, je trouve qu'il y a énormément d'éléments dans ce que tu décris qui font écho à la présentation de Geneviève aussi, c'est-à-dire en effet, voilà comment adapter les choses par rapport à ce qui pourrait être des contraintes et que ça devienne quelque chose de ludique, de créatif, notamment je pense à ce que tu disais par rapport à la blouse, parce que c'est vrai que on a beaucoup parlé du masque, mais la blouse, c'est vrai qu'on l'avait peut-être un peu moins en tête, c'est en fonction des endroits. En effet, il y a des injonctions très claires du côté des psychomotriciens pour être en blouse, en effet, ou en tenue hospitalière, pour pouvoir en effet toucher les patients, se rapprocher, puis finalement ce qui pourrait donner l'impression, voilà, avec une blouse blanche et un masque, que l'enfant se retrouve un peu dans un bloc opératoire avec un médecin chirurgien, mais finalement, tu proposes un pas de côté en faisant une blouse un peu différente, là, comme ça, pour que ça puisse retrouver un peu des couleurs, dans la relation, dans la clinique avec les enfants. Donc, en effet, ce qui montre bien que le bricolage aussi est opérant dans ce que tu décris, que dans ce que décrivait Geneviève tout à l'heure. Alors, on va terminer au niveau des présentations avec l'intervention maintenant de Monique Busquet. Alors, Monique est psychomotricienne, elle est cadre de santé éditoriale. Elle exerce essentiellement dans des lieux d'accueil petite enfance et aussi lors de consultations en centre de protection maternelle et infantile, en PMI. Monique, je te donne la parole. À toi. Merci Jérôme, je vais quand même partager mon écran, j'espère que ça va fonctionner. Moi, c'est bon là? Non, pas encore. C'est bon, voilà. Oui, Monique va C'est nous bon, présenter un PowerPoint pour avoir. Oui, bon, voilà, je n'ai pas de texte tout préparé. Donc je vais intervenir à mon tour, c'est pas si facile après les témoignages, les apports si riches et si poignants, je trouve, de mes collègues. Moi, je vais effectivement un point de vue très différent puisque je travaille essentiellement en petite enfance et comme formatrice, donc je n'ai pas du tout été au front, même si j'ai repris quelques heures dans les crèches depuis le début du mois de mai. Donc, je vais plutôt vous faire part de tous mes constats, mes réflexions, mes craintes pour maintenant et pour plus tard. Et un point de vue personnel, mais partagé avec de nombreux collègues, de nombreux psychomotriciens et de nombreux formateurs. Il y aura certainement quelques répétitions, donc je vais essayer de passer vite. Attendez que je trouve mes flèches. Voilà. Parce que comme on dit, on a grandi très très vite en matière technique, mais quand même. Voilà. Donc j'avais envie, voilà, je vais reprendre des choses que mes collègues ont pu dire de cette crise, alors de confinement, de post-confinement, de déconfinement, qui ont été finalement des fois aussi angoissants que le confinement. Et puis finalement, on est quand même en pré-reconfinement éventuel. Donc ça, il me semble qu'on en entend quand même beaucoup parler. Donc je trouve que ça reste en suspens, qu'on ne peut pas faire comme si on n'était pas successivement dans ces phases-là. Donc, qui ont apporté, je pense, pour beaucoup, ces émotions d'effroi, de peur, de sidération, de deuil, de détresse, de colère, d'incompréhension, d'inconnu, d'incertitude. En tout cas, de perte de repères et comme l'ont dit Geneviève et Charlotte, en tout cas de chamboulement immense pour nous-mêmes, personnels, professionnels, pour les enfants, pour les adultes, dans nos rapports au temps, à l'espace, au mouvement, à la communication, à la relation. Pour l'anecdote, moi je dis encore qu'on est le 15 mai. Voilà, à chaque fois que je donne la date, je dis mai. Tout le monde commence à se moquer de moi, mais je pense que j'ai vraiment eu un mois où je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je pense que je ne suis pas la seule, d'après les conversations que j'ai avec d'autres personnes. Alors, malgré tout, on a expérimenté des possibles. Charlotte vient vraiment nous en raconter beaucoup. Donc moi, de mon côté, des réunions qui finalement ont pu être plus productives que sans doute on le pensait. Je pense qu'on est quand même nombreux à avoir pensé que tout ça, le visio, on était plutôt à réfréner depuis quelques années. Donc moi, j'ai expérimenté des réunions nombreuses qui ont pu être productives, des ateliers de pratique corporelle à distance. J'ai participé à des séances de yoga, de danse, de pilates. Finalement, étonnamment fluide. J'ai même touché la main de quelqu'un par écran interposé et je me rappelle encore de l'émotion qu'il y a eu à ce moment-là.
Des consultations, donc comme Charlotte a dit, de guidance parentale. Oui, en fait, moi j'ai trouvé, j'en ai fait pas énormément, mais quelques-unes, et finalement de voir un enfant et son parent jouer ensemble chez lui, donc sans l'inquiétude pour l'enfant, le jeune enfant, de venir dans un autre lieu, j'ai pu faire de la guidance assez, je pense, efficace à partir de ce que l'enfant me et nous donnait à voir aux parents. Des consultations avec des adultes aussi. Voilà, et donc on a pu expérimenter que ce distanciel pouvait parfois être facilitateur. Nombreux thérapeutes et patients m'en ont témoigné, de patients disant que par exemple une séance de relaxation avait été plus efficace à distance que quand c'était en présence, séance de sophrologie. Enfin, voilà, de quelque part ce distanciel qui peut donner un sentiment de protection pour vivre autrement ce que le thérapeute peut proposer. Ça, c'est pour des adultes, je ne m'avancerai pas pour le dire pour des enfants. Et ce distanciel m'a permis, moi, d'avoir accès à des nouvelles personnes en consultation qui certainement n'auraient pas fait la démarche de consultation en cabinet, mais qui, en distanciel, sans caméra, j'ai consulté quelqu'un qui était bien installé dans son tracteur pour parler de sa situation familiale. Je pense que cette personne ne serait jamais venue en consultation. Donc voilà, une expérimentation finalement de possible qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Bon, malgré tout, malgré tout, beaucoup de craintes. Donc moi, dans mon domaine de petite enfance, puisque j'interviens essentiellement dans cette structure petite enfance, ça a été immédiatement la négation de tous les fondamentaux et de tous les progrès que les crèches avaient pu faire depuis 50 ans. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vraiment, alors donc pendant le confinement, pendant les crèches qui ont accueilli les enfants, et puis encore aujourd'hui, l'étau commence à se desserrer depuis hier, mais voilà, ce retour de l'hygiénisme à une vitesse, vraiment les pratiques qu'on voyait dans les crèches il y a 50 ans, on a beaucoup travaillé pour évoluer, mais des enfants dont on prend la température systématiquement à l'arrivée, des crèches des responsables qui ont obligé le déshabillage des enfants à l'arrivée, l'exclusion des parents des espaces de vie, hein, pas d'accueil progressif, c'est-à-dire des enfants qui ont été accueillis du jour au lendemain avec des adultes qui ne connaissaient pas, des enfants de soignants, effectivement, prioritaires, qui n'avaient jamais été en crèche et qui ont été accueillis du jour au lendemain sans accueil progressif. Bien sûr, cette distance physique, cette peur du toucher, parce que le toucher n'a pas été interdit, mais bien sûr qu'il y avait toutes les peurs de tous ces messages qui allaient avec, que tout le monde entendait. La diminution de l'offre de jeux, alors ça dépendait des établissements. Il y a des établissements qui ont maintenu avec finesse et intelligence une offre de jeux de qualité, et d'autres où il n'y avait plus que des jeux en plastique, plus aucun livre, plus aucune poupée, plus aucun tissu, enfin, et une offre de jeux vraiment minimum, puisqu'il fallait les nettoyer et qu'il fallait qu'il y ait de l'organisation derrière pour faire le nettoyage. L'impossibilité de travailler en équipe, puisque dans certains protocoles de certaines collectivités, les directrices n'avaient plus le droit de rentrer dans les lieux de vie, les espaces de vie des enfants. Les collègues n'ont pas le droit de se croiser d'une salle à une autre salle. Et beaucoup de collectivités de gestionnaires ont interdit la présence des psychologues et des psychomotriciens pour continuer à travailler avec les équipes et les enfants. Ouais, les psychomotriciens, dans certains établissements, avaient le droit de rester derrière la vitre. Bien sûr, ça pose question. Moi, j'ai la chance, dans l'établissement où je travaille, on m'a sans problème laissé rentrer dans les salles. Voilà. Et l'effet des masques, je pense que tout le monde en a parlé de cet effet des masques. Dans la petite enfance, c'est encore plus, ça pose encore plus question. Comment ces bébés, ces jeunes enfants peuvent avoir accès à la relation à l'autre, au visage, au langage, hein, progressivement. Je pense que pour l'instant, on ne peut pas savoir encore quels seront les effets dans leur développement de cette suppression de la bouche dans leur relation. Je vais revenir un petit peu, je reviendrai après par rapport à ce qui se passe en petite enfance. Pour ma part, j'étais pas sur le front, donc j'avais le temps de penser peut-être. Donc j'avais des craintes penser de regarder en tout cas tout ce qui se passait autour. Donc ces autres craintes que Geneviève a bien dit, chacun est devenu une source de danger pour l'autre. C'est-à-dire que potentiellement les discours en boucle faisaient que je peux être moins dangereuse pour l'autre ou l'autre peut être dangereux pour soi. Et on voit bien que les uns et les autres, selon comment on est construit, pour certains, c'était plutôt la peur que l'autre soit un danger et pour d'autres, plutôt la peur que je sois un danger pour l'autre. Mais en tout cas, ces messages-là sont vraiment rentrés en boucle.
en tout cas rentrer à mon avis en profondeur chez nous adultes et chez les enfants qui les ont entendus aussi. Et donc moi, mes craintes, elles seront pour vraiment le après. Dans les craintes, des recommandations, des applications contradictoires. Donc si je reste sur la petite enfance, jusqu'ici le Javel et les produits détergents puissants étaient strictement interdits dans les établissements d'accueil et chez les assistantes maternelles parce que dangereux. Et du jour au lendemain, ils sont devenus strictement obligatoires. Voilà. Comment après les professionnels peuvent faire confiance et croire à ces messages quand ils peuvent changer du jour au lendemain. Voilà. Les craintes du message implicite, du vocabulaire, j'y reviendrai pas. Et cette impossibilité de savoir en quoi tout cela est justifié. Parce que je pense quand même que ce qui s'est passé depuis ces 4 mois maintenant, c'est vraiment la mise en lumière des limites des connaissances scientifiques. Charlotte avait écrit les prétendus savants ou les supposés savants plutôt. Enfin voilà, quelle crédibilité on peut avoir, on peut donner. Enfin, et si je me place du côté de formateur, quelle crédibilité j'aurai quand je dirais que les choses s'appuient sur des connaissances et des recherches. Donc je pense qu'on va avoir des impacts de ces questionnements-là aussi pendant longtemps. J'ai aussi des constats et une grande perplexité sur la puissance, alors j'ai écrit comme ça, peut-être un peu maladroitement, la puissance des craintes liées à la santé physique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était la santé, bien sûr, avec risque de mort, Charlotte nous l'a rappelé, mais quand même oubli et mis de côté des autres besoins fondamentaux. C'est-à-dire que ces problèmes de santé faisaient qu'on avait il était autorisé d'interdire de vivre, j'ai presque envie de dire. Alors, je reprends juste une citation de Serge Effez récemment dans un interview qui dit « À trop protéger la vie, on la rend invivable ». Je pense que beaucoup d'autres penseurs et philosophes, je n'ai pas noté un peu tout ce qui a pu être dit dans ce sens-là. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a vraiment un danger de ce côté-là et qu'on vit une période de danger en ce moment, de la trop protéger la vie. Oui, on risque de la rendre invivable. Ça, c'est voilà, tout était autorisé parce qu'il y avait ce qui se disait au niveau de la santé. Mes constats aussi de cette application de protocole quand même souvent excessive et à contresens, justement sans penser. Alors bien sûr qu'il y a une question d'obligation, je pense au garagiste chez qui je suis allée, alors évidemment le jour de la réouverture, oui, il avait fait en place tout ce qu'on lui avait dit, mais en même temps, il prend la clé de la voiture et il touche le volant sans se poser aucune question. Donc, bon, voilà, c'est pas très grave. Il est bien obligé de la prendre, la clé de la voiture, mais on sentait que c'était pas rentré dans sa pensée. Mais je peux aussi raconter des magasins avec des fléchages. Je vais peut-être pas prendre le temps de les raconter, mais des choses qui deviennent du contresens sous prétexte d'obéir. En tout cas, l'expérience que j'ai faite dans ces magasins, c'était je devais obéir, mais surtout pas réfléchir. Et surtout, on oubliait de me dire bonjour. On m'engueulait quand même avant qu'on me dise bonjour. Je ne raconterai pas en détail. Je pense que chacun de vous a pu faire ce genre d'expérience dans nos quotidiens. Donc, cette interprétation excessive, oui, j'ai marqué une émergence des autoritarismes de chacun. Ça, j'ai quand même été frappée de repérer Comme je travaille avec énormément d'équipes et que j'étais en contact avec énormément d'équipes de crèches et aussi de responsables, j'ai pu voir comment chaque responsable, chaque gestionnaire, quel que soit son niveau de responsabilité, pouvait devenir rigide et que toutes ces rigidités ou ces autoritarismes, vous voyez ce que je pense quand j'emploie ces termes-là, mais bon, étaient comme rendus légitimes justement par la crise et la peur au niveau santé. Et c'était variable d'un endroit à un autre, mais en tout cas, les personnes les plus autoritaires ont eu le droit d'être autoritaires. Je pense à des responsables, mais je pense aussi à des professionnels, là encore toujours en crèche, sur le terrain, qui du coup, je vois encore leur malin plaisir quand même à pouvoir dire aux parents quand ils arrivent, mettez votre masque, toujours sans dire bonjour, mais en disant, plutôt en les, je ne sais pas quel mot employer, enfin, je pense que pour une fois, elles ont le droit d'être autoritaires sur les parents et elles ne se gênent pas. Je ne dis pas que c'est tout comme ça, mais voilà, moi j'étais frappée de cette émergence des autoritarismes. Alors souvent, il est vrai du côté des employeurs, sous couvert de protection juridique vis-à-vis des salariés, qui a quand même, à mon avis, prévalu dans beaucoup d'applications.
Moi, j'ai vu l'application, le ministère a fait un guide de recommandations dans les lieux d'accueil de la petite enfance et j'ai vu énormément de gestionnaires appliquer de façon beaucoup plus draconienne que les recommandations officielles, qui étaient déjà pas tristes sur les besoins des enfants, qui n'étaient pas vraiment respectés, mais voilà, j'ai vu vraiment beaucoup de gens faire des recommandations, pas des applications plus draconiennes. Et puis, un autre constat qui fait peur aussi, c'est cette banalisation et ce déni. Alors, moi, je parle de déni, des effets sur les jeunes enfants en tout cas. Toutes les crèches ont pu dire que les enfants étaient calmes, qu'ils ne pleuraient pas, que tout se passait bien. Même ceux qui étaient accueillis sans adaptation dans des lieux qu'ils ne connaissaient pas, avec des adultes qu'ils ne connaissaient pas, et des adultes qui changeaient parce que ce n'étaient jamais les mêmes, ils travaillaient que par demi-journée ou 2 jours par semaine pour question de chômage partiel. Donc vraiment, mais ces enfants restaient calmes, donc tout le monde était content, ça allait bien. Alors, est-ce qu'ils étaient adaptés, suradaptés? Est-ce qu'ils étaient sidérés en écho aux adultes dans la crèche où moi je suis revenue? Effectivement, j'ai vu des enfants revenir après. Alors, quand je suis revenue le 11 mai, c'était après 2 mois d'absence. Parents, il arrive, bonjour, tout va bien, voilà, on vous le prend, tout va bien, donc 5 minutes, même pas, et d'enfants calmes qui ne pleuraient pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui fait? Donc je pense que les adultes étaient très calmes et pas très bavards. Ils sidéraient aussi, et que du coup les enfants se mettent vraiment en diapason. Mais je continue à entendre des gens dire que tout irait bien pour eux. Comme psychomotricienne, j'ai vraiment du mal à y croire. Sans vouloir voir le mal partout. Mais on connaît les effets de déni quand on fait vivre des choses insupportables et on préfère se dire que tout va bien. Et je pense qu'en tout cas, dans le monde de la petite enfance, en ce moment, il y a quelque chose de ce côté-là. On verra la suite, j'espère me tromper. En tout cas, moi, j'appelle les professionnels à être vigilants sur tout ça. Je pense que c'est mon rôle de psychomotricienne, même si je suis pas. Là, je vais presque reprendre ma casquette de formatrice. J'ai dit tout à l'heure que la télé ou la visio-relation avait permis de donner du possible. Malgré tout, on sent bien ce risque de généralisation. On voit bien, en tout cas du domaine de la formation, les questions d'économie possible, de locaux, de déplacements, etc. Et on voit bien comment ce mouvement qui avait commencé avant, là, se généralise. Je pense qu'on peut rappeler quand même, en tout cas c'est à nous psychomotriciens, en tout cas de rappeler que c'est quand même quelque part, alors j'ai écrit une illusion, c'est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas un ersatz. Vous savez, l'ersatz, c'est le produit de remplacement de moindre qualité utilisé en temps de guerre. Donc on est content d'avoir eu cet ersatz, mais peut-être qu'il ne faut pas lui donner plus de place qu'un ersatz. On le remercie d'avoir été là quand même, il nous a sauvés, je pense tous. Voilà, quand même, on avait un peu discuté, par exemple, avec Geneviève, oui, il y a l'image, il y a le son, il y a même l'image, le visage, il est reconstitué, c'est quand même que des pixels sur l'écran, mais oui, il n'y a pas de corps, et on en a beaucoup parlé il y a quelques semaines, et depuis, je regarde encore un petit peu plus comment moi, par exemple, je suis dans ces temps de réunion, et je sens bien que la présence n'est pas entière de la même façon. Alors, j'ai employé le mot engagement partiel ou une implication moindre, j'en sais rien, mais en tout cas, on n'est pas en entier. En tout cas, on peut ne pas y être en entier. Je pense aussi qu'on est dans du face-à-face et pas du avec, c'est-à-dire pas d'attention conjointe ensemble. Là, je vous vois plein d'images, donc je suis en face-à-face avec plein, mais il n'y a pas ce phénomène d'interaction, même si le chat rend les choses possibles, mais c'est quand même pas une interaction de vibration ensemble. Donc, constitution de groupe, réellement, on est dans du face-à-face côte à côte. Mais quand même, les interactions ne sont pas les mêmes. J'ai discuté récemment avec une autre formatrice qui me disait, il y a 1 mois, ou il y a 2 mois, pendant le confinement, qu'elle avait vécu une formation de 2 jours, et puis finalement, ça s'était quand même vraiment très bien passé, beaucoup mieux qu'on pouvait l'imaginer. Et 1 mois après, elle me dit, mais en fait, elle n'a rien intégré. C'est-à-dire que sur le moment, elle y a cru. Et en fait, 2 mois après ou 1 mois après, elle se dit, non, mais en fait, je n'ai pas intégré en profondeur. Voilà pourquoi je parle d'illusion et d'ersatz. Donc, je disais que malgré voilà, tout ce qui avait pu se mettre en place, moi, je reste en tout cas en vigilance sur les effets à moyen et long terme sur le développement des enfants. Ils ont été extraordinaires, ces jeunes enfants et ces plus grands enfants dont tous les psychomotriciens ont pu recevoir.
Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme psychomotricien sur les effets du stress après coup? On sait les effets du stress après coup, hein, on prend. Il va y avoir de l'après-coup pour les adultes, les parents, les professionnels et pour les enfants. Et puis, je parlais de pré-reconfinement ou en tout cas de discours qui restent là quand même, de faites attention, ça peut revenir à tout moment et la santé reste en jeu. Donc, la persistance de certains de ces facteurs de stress qui sont quand même indéniables. Et puis, l'effet de ces discours en boucle qu'on a entendus, je pense à tous ces jeunes enfants qui les ont entendus, et je dis en rigolant, c'est une génération de futurs phobiques, mais je pense que ces paroles, elles sont une imprégnation vraiment profonde et durable dans chacune de nos cellules et de leurs cellules. Et oui, je pense qu'on a du travail, du travail pour alors continuer à penser chacun à notre propre rapport à l'hygiène et la santé. Hein. C'est toujours frappant de se rappeler que on est tous construits, on a un rapport vraiment personnel, intime sur la peur, de la peur au niveau de la santé, qui est bien sûr des fois renforcée par la réalité des problématiques de santé qu'on croise, mais qui n'est pas toujours rationnelle. Enfin, donc je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de s'interroger chacun dans notre façon de travailler comme psychomotricien sur notre propre rapport à la santé. Et on l'a un petit peu dit tout à l'heure, hein, notre rapport à l'obéissance. Voilà, quel est notre rapport à l'obéissance comme professionnel de santé, comme citoyen? J'ai envie de dire oui, bien sûr, on doit obéir, pardon. Françoise, rigole pas. On doit obéir. On travaille dans un cadre déontologique, donc évidemment, on doit respecter nos patients, on doit obéir à ce qui nous est demandé. Pardon, mais je pense qu'il y a plusieurs façons d'obéir. On peut obéir sans en faire plus, et on peut obéir peut-être en gardant au fond de nous notre droit de penser, et sans se coller et sans plaquer vraiment à ces questions-là. En tout cas, c'est des questions je veux dire individuelles. Là encore, on ne peut pas en faire l'économie. Moi, j'aime bien distinguer habituellement la déontologie et l'éthique. Hein. Donc oui, on obéit au cadre déontologique, mais on a notre éthique, c'est-à-dire on a nos valeurs. Geneviève racontait que oui, elle a accepté que les enfants viennent la toucher. C'est de l'éthique, même si peut-être les recommandations étaient de ne pas l'accepter. Voilà, c'est quelque chose de plus fort dans nos valeurs de soins avec l'autre et de relation à l'autre. J'ai nommé aussi ce devoir de résistance. Alors, je raconte souvent, ou de plus en plus en cette période, qu'il y a longtemps que je me demande si pendant la guerre, j'aurais été du côté de la résistance ou pas, en espérant profondément que j'aurais été du côté de la résistance et donc de désobéir. Je n'en sais rien dans la réalité, mais là encore, j'ai envie qu'on puisse tous y réfléchir. Donc, j'ai écrit Roland Gori et Edgar Morin, qui sont, il me semble, les deux personnes qui en parlent le plus et le mieux, si vous voulez aller fouiller, ou en tout cas se soutenir les uns les autres pour au moins l'interroger, ce devoir-là. La façon dont chacun va y répondre nous appartient, et c'est des réponses. S'il n'y a pas de réponse toute faite, et personne ne peut répondre pour l'autre, puisque ça vient impacter vraiment notre intimité sur ce lien à l'obéissance, à la résistance et à l'hygiène. Mais je pense urgent de continuer à penser entre psychomotriciens, de proposer ces espaces comme on a fait ce soir pour s'exprimer, même s'il n'y aura peut-être pas beaucoup de temps pour s'exprimer, pour construire, pour donner aux enfants, aux adultes cette possibilité de parler de ce que ça fait, pas simplement d'obéir, de ce que ça fait tout ça, de dépasser les discours de culpabilisation. Moi, j'ai rencontré un petit bonhomme de 5 ans au mois de mai qui ne voulait pas embrasser sa grand-mère en lui disant « je ne t'embrasse pas, je vais te tuer ». Donc oui, on va avoir à travailler avec les enfants, ramener ce plaisir de la vie. Là, je pense vraiment, en tout cas, ce que je vois en petite enfance où finalement, je n'ai pas ramené tant que ça de matériel parce que j'ai respecté le fait qu'elles n'étaient pas en nombre pour nettoyer plus de matériel. Par contre, j'ai ramené le fait qu'on danse, on court, on saute, on bouge. Enfin, on bouge, quoi. On ne reste pas assis, sinon les enfants, ils restaient sages, assis, tous, quel que soit leur âge. Et on s'est remis à bouger, on s'est remis à faire du bruit, et on s'est autorisé les uns les autres à faire du bruit. Et les professionnels de terrain, quand elles me voyaient faire ça, elles se sont mises à le faire aussi parce qu'elles ont compris que c'était autorisé, alors qu'avant, elles ne savaient pas si c'était autorisé. Donc, ramener cette vitalité, je pense que c'est important, hein, et je crois que nous sommes peut-être les mieux placés pour remettre au centre tout ce qui a pu être dit toute la soirée sur
ce qu'on sait de cette santé globale qui est physique et mentale, qui ne passe pas que par le virus. Ou pour aussi parler du stress qu'impactent les défenses immunitaires, mais je ne veux pas aller sur ce terrain-là, qu'on va laisser aux médecins. Mais ces ingrédients, malgré tout, fondamentaux, qu'on sait fondamentaux pour la santé de façon large, que sont toucher, la proximité, le corps, le mouvement, les interactions, la sensorialité, la vitalité, le plaisir, le bien-être. Je pense qu'on est vraiment les mieux placés pour ramener tout ça au sein de nos consultations, dans nos exercices professionnels et peut-être dans tout ce qu'on peut amener comme réflexion avec nos collègues, les familles qu'on suit, et en tout cas réfléchir à nos propres pratiques. Voilà, en gros, ne pas rester bâillonné derrière nos masques. Voilà. Oser continuer à parler et à jouer et à bricoler et à agir et pas subir. Enfin voilà, tout ce qu'on a essayé de dire, mais en même temps, c'est quand même à chacun de voir comment il peut se situer dans ce chemin-là et cette place-là. Voilà ce que je peux dire rapidement ce soir, ce que j'avais envie de partager, constat. Merci Monique pour ta présentation. Peut-être que tu peux enlever le partage d'écran. Oui, excuse-moi. Il est là. Voilà. Merci, oui, pour ton intervention qui à la fois reprend des éléments qu'il y avait déjà dans les deux autres et puis qui ouvre un peu le champ sur des considérations éthiques, déontologiques, notamment toute cette question de l'obéissance relative, on pourrait dire des choses comme ça, une obéissance éclairée, qui me semble être tout à fait précieuse dans cette période où en effet, comme tu dis, on se retrouve un peu sous le feu nourri des injonctions, en ne sachant pas toujours derrière, en effet, si celles-ci sont toujours réfléchies, pensées. Il y a quelque chose qui se rapproche un peu de l'agir, dans une logique de l'agir, dans ces injonctions. Et donc, c'est vrai que, espérons que l'après-coup auquel tu nous invites nous permettra de les envisager en prenant suffisamment de distance, et pas trop non plus, on va dire les choses comme ça.